Mesdames et messieurs, bonsoir et merci. Effectivement, je renouvelle les remerciements de mon prédécesseur, à la fois à la principauté, aux gens qui nous accueillent et je me réjouis effectivement du type d'initiative à laquelle nous sommes conviés. Alors, cette conférence, j'avais choisi de la titrer « Médias, opinion, valeurs », mais pour la mettre en perspective avec le moment particulier dans lequel nous sommes, du point de vue des médias, un moment particulièrement intéressant. Ce moment, c'est celui d'une mutation d'une ampleur tout à fait inédite, et d'une mutation qui tente à se prolonger plusieurs décennies déjà, et puis probablement avec la perspective de continuer à vivre sur ce registre, certes pas très confortable pour la plupart des acteurs des médias, dominé souvent d'ailleurs par l'incertitude, qu'il s'agisse des techniques qu'ils utilisent, des activités qui sont les leurs ou du rapport qu'ils entretiennent avec leur public. Et donc cette mutation, elle induit pour chacun des termes, médias, opinion et valeurs, des interrogations profondes, et c'est ces interrogations qui seront un peu le fil conducteur de mon propos. De quoi est faite cette mutation ? Les termes ont déjà été utilisés dès le départ. Bien sûr, elle a une dimension technologique et généralement, lorsqu'on évoque les médias, leur transformation dans la période récente, immédiatement, la référence vient, c'est l'Internet, ce sont des outils, ce sont des applications, ce sont toute une série de dispositifs, des modes d'organisation qui sont directement liés à la technologie, liés à la production de l'information elle-même. Mais je pense que le fait de donner une dimension quasiment exclusive à la technologie pour expliquer cette mutation est un contresens, dans la mesure où il me semble que cette mutation est tout autant sociologique que technologique. En effet, elle intervient à un moment où, ça a été évoqué aussi déjà dans les propos qui ont été prononcés précédemment, à un moment où l'individu prend une place tout à fait particulière, une place beaucoup plus importante. On assiste à une montée, effectivement, de l'individu aux dépens du collectif. Dans la représentation des médias, on peut d'ailleurs tout de suite évoquer la question de savoir si justement ce déplacement du collectif vers l'individu ne signifie pas la diminution d'influence, voire la fin de ce qui a marqué finalement les 2 siècles qui nous ont précédés, la fin du XIXe siècle et le XXe siècle, c'est-à-dire le phénomène des mass médias. Alors, quels sont les effets de cette mutation ? Ils sont bien sûr extrêmement nombreux, mais si je me recentre sur les médias eux-mêmes, sur leur activité, sur les collectifs qui produisent les informations, j'en vois 3 principaux. Le premier, c'est celui d'un effondrement continu de l'une des principales ressources, finalement, qui faisait vivre les médias, et notamment la presse populaire depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire la publicité. Cette publicité, elle a diminué à un rythme extrêmement rapide, de 5 à 6% par an, ce qui, cumulé sur plusieurs dizaines d'années, évidemment, implique des décrochages extrêmement importants. Et il y a un phénomène d'accélération à ce déclin de la publicité, qui est le phénomène des intermédiaires. On reviendra d'ailleurs sur cette question des intermédiaires, de ces intermédiaires qui se sont intercalés entre le public et les médias eux-mêmes,
Certains de nos collègues, je pense à Franck Rebillard et Nikos Smirnaios, appellent ces intermédiaires des infomédiaires. J'aime bien ce terme parce qu'il explique bien l'un des processus importants qui sont en train de se produire et qui, sur le plan de la publicité, conduit effectivement à une accélération de ce déclin de la ressource. Ce déclin de la ressource qui est parfois critiqué, peut-être que dans la discussion, certains se réjouiront de la diminution de la place qu'occuperait la publicité, mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est 50% en moyenne des ressources des médias écrits qui étaient représentés par la publicité et, on va dire, l'essentiel de l'audiovisuel privé qui était alimenté par cette publicité. Deuxième effet qui est important également, c'est la montée du modèle de la gratuité. Ce modèle de la gratuité, évidemment, il concerne d'abord les publics les plus jeunes, mais aujourd'hui, progressivement, on s'aperçoit, quand on regarde toute une série d'études, qu'il gagne de plus en plus dans notre société, et l'idée que finalement une information de flux, une information immédiate, disponible partout, devienne soit gratuite, apparaît comme une évidence pour de plus en plus d'entre nous. Donc c'est la deuxième forme de ressources des médias qui se trouvent attaqués. Et là, de la même manière, j'évoquais un chiffre tout à l'heure, ce sont des tendances de 3-4% de diminution par an que l'on observe liées à la baisse des recettes liées au public. Mais il y a un troisième effet qui est moins souvent évoqué et qui, à mon avis, est porteur de beaucoup plus de transformation encore, c'est la transformation du mode de recherche de l'information. Personnellement, dans un travail que j'avais eu à faire pour la ministre Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication française, j'avais parlé de recherche d'information horizontale. En effet, plutôt que chacun d'entre nous ait nos propres médias d'information, nos journaux, nos radios, nos télévisions, et que les médias aient chacun leur public auquel ils s'adressent de manière explicite, eh bien, on est entré dans un nouveau système dans lequel la recherche d'information va d'abord s'appuyer sur ces fameux intermédiaires, sur des outils, sur des moyens qui sont à notre disposition et sur lesquels nous allons circuler de proche en proche. Ce sont les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes d'échange, par exemple, pour la vidéo. Ce qui veut dire aussi que nous allons circuler dans l'information au gré des recommandations de nos pairs et aussi au gré de ces fameux algorithmes, ces logiciels extrêmement sophistiqués qu'ont mis en place ces intermédiaires pour, je dirais, nous guider dans la recherche de notre information. Et cette information horizontale, j'y reviendrai tout à l'heure, tend à marginaliser les médias d'information traditionnels. Alors ces trois effets que j'ai évoqués, vous l'imaginez bien, conduisent à une rupture dans les modèles économiques des médias traditionnels. Alors c'est peut-être relativement faible comme effet sur la télévision, ça devient assez substantiel pour la radio, mais c'est très net pour la presse écrite, et à commencer par la presse quotidienne. C'est assez important dans notre réflexion sur le système d'information, car lorsqu'on étudie la production de l'information, on voit que les médias les plus omniprésents, comme la télévision et la radio, ne sont pas les plus gros producteurs, les plus gros rechercheurs de l'information. L'information est souvent produite, fabriquée par les très nombreux journalistes qui travaillent dans les rédactions de la presse écrite et notamment de la presse quotidienne. Donc la fragilisation du modèle économique de cette presse écrite a un effet
sur les questions de qualité d'information, de diversité de l'information, de complexité de l'information qui est produite. Pour vous en donner une image, je suis désolé, je vais vous donner beaucoup de chiffres français. Vous n'êtes pas forcément tourné exclusivement vers la France. Probablement que l'Espagne serait aussi intéressante à évoquer. J'ai beaucoup moins d'éléments factuels concernant l'Espagne. Pour vous donner les chiffres français, entre 2007 et 2015, le chiffre d'affaires de la presse écrite en France passe de 10,8 milliards d'euros à 7,5 milliards d'euros. Donc, quels sont les secteurs économiques qui peuvent effectivement supporter, dans des durées de temps aussi faibles, de telles ruptures dans les ressources qui leur parviennent? Soit évidemment une chasse aux coûts, une chasse effrénée à diminuer les coûts, à faire des économies, une chasse aux coûts qui va affecter, y compris l'un des grands secteurs clés des médias, évidemment, les rédactions. Le phénomène, là, n'est pour le coup pas particulièrement français. Je voudrais vous rappeler, parce qu'on n'a pas forcément ces chiffres-là toujours en tête, que dans la décennie 2000, aux États-Unis, le nombre des journalistes diminue de 30%. Une étude plus récente, d'ailleurs, du Pew Research Center, parle même de moins 45% de journalistes en presse écrite, presque 1 sur 2, entre 2008 et 2017. Pour l'Espagne, qui est un autre pays qui a été extrêmement fragilisé après la crise économique de la fin des années 2000, c'était aussi le chiffre de 30% qui est fréquemment invoqué. Pour la France, c'est quelque chose qui peut paraître plus soft, moins 6% depuis 2009, qui était le moment le plus élevé en termes d'effectifs journalistiques. Il n'est donc pas excessif de parler d'un phénomène de tension et de fragilisation du système d'information, puisqu'on a moins de journalistes, alors même que ces journalistes sont censés traiter davantage d'informations sur davantage de supports, smartphones, ordinateurs, tablettes, papier, selon des modalités différentes. Chaque support d'information a tendance à devoir être traité spécifiquement pour chaque public. Comment fournir, par exemple, la même information pour un smartphone du cadre supérieur qui a besoin d'informations synthétiques le matin et de l'adolescent qui va être toute la journée sur son smartphone. Donc, des modes de traitement spécifiques, des amplitudes horaires qui ont formidablement augmenté. On peut dire que tendanciellement, les médias d'information sont censés produire une information 24 heures sur 24 sous forme de flux, que ce soit des alertes, que ce soit des lives. Je voudrais vous rappeler, à titre d'exemple, d'illustration, que les lives, ce qu'on appelle les lives, c'est-à-dire ces informations en continu qui sont produites notamment sur Internet, pour un journal comme Le Monde ou pour 20 minutes, autre type de support de presse, eh bien, ces lives, au moment des attentats de Paris, dureront 3 à 4 jours sans discontinuer pour, effectivement, des rédactions dont les effectifs, comme je disais tout à l'heure, ont diminué ou sont faibles. 20 minutes, c'est un gratuit dont la rédaction représente une centaine de journalistes, donc des moyens relativement diminués. Simultanément, les exigences du public en matière de qualité d'information se renforcent. Nous avons en France un outil assez ancien, auquel d'ailleurs j'ai contribué avec mon ami Jean-Louis Missica. C'est ce qu'on appelle le baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias. Donc depuis 1987, depuis donc plus d'une trentaine d'années, eh bien, nous sommes habitués à poser toujours les mêmes questions. Est-ce que vous croyez que les choses se sont passées comme les médias vous l'ont dit? Est-ce que vous pensez que les journalistes sont indépendants? Est-ce que vous êtes d'accord, alors on ne sait pas comme ça qu'on le formule, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les grands thèmes qui ont constitué la hiérarchie de l'information qui a précédé l'année qui vient de s'écouler?
Vous le savez, vous connaissez peut-être ce sondage. Une personne sur deux pense que l'information ne s'est pas passée comme les médias le donnent. 2 Français sur 3 considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants. Et la hiérarchie de l'information est un sujet de débat constant. Il y a là quelques années, en 2007, j'avais réalisé un travail un peu similaire sur ces questions de qualité de l'information dans un petit bouquin que j'avais appelé « Les journalistes et leur public, le grand malentendu ». Et que ce soit le baromètre, que ce soit cette étude, on en arrivait au même constat qui était celui de la montée des exigences du public, qui ne supporte plus, par exemple, le manque de fiabilité, les défaillances en matière d'exactitude, qui débat de la hiérarchie des sujets, qui ne supporte plus non plus ou qui n'admet plus le manque de respect auprès des personnes, et notamment de leur intimité, qui aussi conteste l'excès des faits divers, etc., etc. L'expression de cette critique de qualité a d'ailleurs, à certains moments, et c'est un phénomène qui était probablement assez inédit dans l'histoire, donné lieu à de véritables mouvements, débats d'idées et mouvements. Ce fut le cas, par exemple, au moment de Timisoara, le fameux vrai-faux charnier, a-t-on dit, de Timisoara, la guerre du Golfe, le mouvement social de 1995, où on a vu d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels, de sociologues, notre père, ouais, je ne sais pas si c'est notre père à l'un et à l'autre, mais en tout cas le sociologue Pierre Bourdieu. Ça a été aussi le cas pour le référendum européen de 2005, ou pour des faits divers comme l'affaire d'Outreau. J'ai en mémoire, toujours, en 2002, en France, au moment de la présidentielle, l'arrivée du candidat d'extrême droite au 2e tour, avoir participé à des manifestations avec des banderoles en tête de manifestations. C'est la faute aux médias, ou TFN, pour détourner le nom de TF1. Cette critique aussi, elle prend aujourd'hui la forme de structures, de publications. Je pense par exemple à Acrimed, qui est une association spécialisée, un mouvement spécialisé dans cette critique, mais aussi des médias comme Arrêt sur Image, par exemple, ou des médias importants, plus anciens, comme Le Monde diplomatique, lui donnent une place très importante. Et on pourrait dire que les réseaux sociaux, les blogs ont donné une omniprésence et une amplitude inédite à ce phénomène de la critique systématique du travail des journalistes. Daniel Cornu, dans un livre « Journalisme et vérité », mettra en évidence qu'au-delà des questions de déontologie au sens traditionnel, ce sont des questions d'éthique qui sont posées par la société à l'égard des journalistes, qu'il s'agisse effectivement des conditions de la vérité, de la justice, de l'indépendance en matière de pensée, de l'honnêteté, de la responsabilité des journalistes. Plus prosaïquement, il me semble qu'il est possible de remarquer que le travail des journalistes se développe désormais dans une société dont la compétence s'est largement diffusée. Demain, après-demain, en France, 2,6 ou 7 millions de jeunes gens entreront dans les universités ou reprendront leur cycle universitaire. Le journaliste, dans ce contexte, n'est plus un intellectuel sachant, en surplomb par rapport à un public qui ignorerait tout de la réalité dont il va rendre compte. Il s'adresse au contraire à une masse de personnes, souvent plus expertes que lui, dans les sujets qu'il traite. Et quand j'évoquais tout à l'heure le baromètre sur la confiance des Français, il est frappant d'observer, lorsqu'on décortique les réponses, notamment en matière de hiérarchie de l'information, de voir que les propos les plus critiques viennent toujours de milieux sociaux dont le niveau d'éducation, dont l'engagement social, dans l'engagement dans la politique, dans l'économie, etc.,
et au moins équivalent, voire supérieur, bien sûr, à celui des journalistes. Le journaliste, il est aussi face à des individus qui sont moins insérés dans les cadres collectifs, des individus moins syndiqués, dans des individus qui sont de moins en moins membres de partis, dans des individus qui n'appartiennent pas forcément à des églises, avec des phénomènes de familles monoparentales, des entreprises qui insèrent moins, et notamment avec, je pense, les phénomènes de précarisation, d'auto-entrepreneuriat, voire de télétravail, de travail à distance. Et donc, dans ce contexte d'individus moins insérés dans des modes de sociabilisation, eh bien, on a un rôle des médias qui s'est transformé, qui a eu tendance à occuper cette place qu'occupaient ces différents modes de socialisation. Les médias sont devenus des ressources. Parfois, ce sont les seules ressources dans la vie quotidienne des individus. Et dans ces conditions, lorsque les médias se trompent, ils nous mettent en danger, disent un certain nombre de personnes, lorsqu'elles expriment, souvent avec virulence, le problème, par exemple, du manque de fiabilité. Dans le même temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, le rapport des publics aux médias a basculé avec ce mode de recherche d'information horizontale qui se fait à partir donc des vecteurs, moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes d'échange. Une étude récente de l'Institut Médiamétrie à Paris mettait en évidence, pour le ministère de la Culture, mettait en évidence que 71% des 15 à 34 ans s'informent d'abord à partir des réseaux sociaux. Des études à peu près comparables aux États-Unis, je pense à des études faites par le Pew Research Center, montraient qu'effectivement, Google et les réseaux sociaux étaient devenus dans la société américaine pour 50% au moins des médias d'information, voire des médias exclusifs d'information. Alors, il s'agit effectivement d'un basculement historique dans la mesure où l'information produite par les médias et les méthodes de production d'information des médias se trouvent banalisées, placées au niveau de toute autre sorte de sources. Ça peut être des lobbies, ça peut être des groupes de pression, ça peut être des entreprises en tout genre. Et on peut dire que, en tout cas, c'est une des questions qui est posée aux chercheurs aujourd'hui. Nous n'avons pas tout à fait encore la réponse satisfaisante. On peut dire que la recommandation par les pairs, tous ceux qui nous accompagnent sur les réseaux sociaux, ou les algorithmes concurrencent directement la notoriété et la crédibilité des médias d'information. C'est ce phénomène qui est décrit comme le générateur principal des fake news, fausses nouvelles, ou de ces fameux faits alternatifs dont parlait Kellyanne Conway, la conseillère de Donald Trump, avec des moments forts que l'on a connus, tels que la campagne du Brexit, les campagnes américaines ou françaises. Il y a dès lors un défi pour les rédactions qui est celui de faire référence, de s'imposer comme instance de validation, avec la question d'établir une sorte de contrat de confiance entre les rédactions et leur public. À noter ici le rôle que peut jouer l'éducation aux médias, des dispositifs tels que les making-of, c'est-à-dire l'explication de la production de l'information comme facteur de cette reconquête. Les défis sont de taille et comme je viens de le dire plus haut,
la presse les aborde affaiblis. Alors faut-il verser dans le catastrophisme, comme certains sont tentés de le faire? Je pense qu'au contraire, la période est marquée par des signes intéressants qu'il importe de bien identifier et pour rendre possible les adaptations de systèmes d'information. Les enquêtes engagées il y a quelques années, j'ai moi-même d'ailleurs produit un petit bouquin qui s'appelle « Rédaction en invention » qui essaye d'en faire l'inventaire, pointe trois grands axes de redéploiement du traitement de l'information. Le premier axe, c'est effectivement celui qui consiste à, pour les médias, se porter sur l'information de flux, sur une information gratuite, disponible pour tous. C'est la stratégie, finalement, vous me direz, qu'ils avaient adoptée dès l'apparition de l'Internet. Sauf qu'aujourd'hui, dans les conditions économiques que j'évoquais tout à l'heure, notamment face aux infomédiaires, seuls les plus puissants sont capables, effectivement, d'être des compétiteurs dans ce registre de l'information de flux gratuite, dans la mesure où il faut être capable de produire cette information 24 heures sur 24, sous des présentations extrêmement attractives et en épousant les pratiques dominantes des publics, soit aujourd'hui, ce que j'évoquais, l'information horizontale. À propos des réseaux sociaux, par exemple, simple illustration, il s'agit pour ces médias d'être capables de suivre leur public là où, précisément, ils vont avoir tendance à s'exprimer ou à se retrouver. Par exemple, pour les plus jeunes, ça ne sera pas Facebook ou Twitter, mais ça sera Snapchat ou Instagram, ce qui, entre parenthèses, va poser, pour un certain nombre d'entreprises traditionnellement spécialisées dans la presse écrite, dans l'imprimé, ou dans l'écrit, plus exactement, eh bien, la question de la production d'images, puisque ce sont des réseaux sociaux dans lesquels la narration se fait essentiellement par l'image. Il y a une deuxième option qui est celle de l'information à valeur ajoutée. Un deuxième axe qui est l'information à valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une information qui repose d'abord sur un niveau d'approfondissement élevé, une originalité dans l'élaboration de la production de l'information et dans la narration. Alors bien sûr, elle est faite des registres traditionnels de l'information, l'enquête, le grand reportage, les dossiers spécialisés, l'expertise journalistique d'une certaine manière, mais là encore, en insistant bien sur le fait que l'attente du public exige un niveau d'expertise, un niveau d'élaboration important. Et puis c'est aussi simultanément la capacité à produire des formes inédites, que ce soit des formes de contenu ou des modes de narration. Formes de contenu, on peut par exemple évoquer le travail aujourd'hui qui se fait autour des données, les data, avec le data journalisme. Ça peut être aussi tout ce qui tourne autour de la validation. J'évoquais tout à l'heure, face à la question des fake news, donc pour reprendre des termes bien français, ça sera le fact-checking. Mais ça peut être aussi un certain nombre de formes de personnalisation. L'information à valeur ajoutée est la seule, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce volet, est la seule qui puisse déclencher l'acceptation au paiement par le public, par l'utilisateur, à partir du moment où cette information est différente de l'information de flux, qu'elle se distingue par sa fiabilité, son expertise, son investigation et l'expérimentation de champs nouveaux qui peuvent en eux-mêmes apparaître attractifs. En fait, la majorité des médias vont avoir tendance à panacher, mixer, combiner ces deux axes. Et je suis frappé de voir qu'un certain nombre de ceux qui ont réalisé cette jonction entre l'information de flux et l'information à valeur ajoutée, bien sont ceux qui aujourd'hui commencent à pouvoir dire que dans le contexte actuel, les premiers fruits
apparaissent. Je pense évidemment au New York Times. Vous avez peut-être entendu cette année, le New York Times annonçait qu'il avait désormais 3,8 millions d'abonnés, 2,9 uniquement numériques et 130 millions de visiteurs uniques, donc de personnes qui viennent sur ces sites chaque mois. Bien sûr, il y a Trump pour l'aider, mais il n'y a pas que, effectivement, cette résistance, je dirais, à ce mode de présidence. Si on prend un autre journal, plus modeste, Le Monde, qui a vu lui aussi ses abonnés se développer, qui retrouve l'équilibre, on voit qu'il a pu réembaucher, grâce à ce mode de relation avec son public, et sa rédaction est repassée de 360 à 425 journalistes entre 2010 et 2007. Il y a un enjeu autour de l'innovation, vous l'avez noté, dans la mesure, effectivement, où cette innovation, elle est la clé de l'information à valeur ajoutée, ou elle est l'une des clés de l'information à valeur ajoutée, comme je l'ai évoqué, dans la mesure aussi où les concurrents, qui sont aussi des partenaires, c'est la situation la plus compliquée que de la presse, que sont les infomédiaires, investissent extrêmement massivement dans l'innovation, à commencer par Google. Google parle souvent de ces milliers d'ingénieurs uniquement investis dans l'innovation en direction des publics. Enfin, la question de l'innovation est d'autant plus sensible qu'il y a une absence d'expérience, de savoir-faire dans la recherche et développement, dans cet univers du journalisme et dans cet univers des médias. Comment innover? Bien sûr, il n'y a pas de mode d'emploi tout fait. Il y a des nécessités de tenir compte des modes d'organisation, des histoires des entreprises, du type de concept éditorial. Incontestablement, il y a au moins 3 facteurs qu'on peut évoquer. Il y a des phénomènes d'acculturation de l'ensemble des rédactions au numérique, mais surtout la capacité à identifier, faciliter l'émergence, faciliter l'expérimentation de profils innovateurs parmi les journalistes, qui n'étaient pas la valeur la plus reconnue du journalisme. En second lieu, bien sûr, il y a l'accueil, le transfert de compétences entre les journalistes et les non-journalistes, entre les médias et des structures extérieures aux médias. Je pense par exemple à un certain nombre de start-up. Et enfin, troisième facteur, souvent, la capacité à investir des lieux, des moments, des dispositifs qui peuvent être favorables à l'innovation. Pour conclure, je dirais qu'il y a une urgence à renouveler le contrat entre les rédactions et leur public. Ce contrat, bien sûr, il passe, comme je l'évoquais tout à l'heure, par l'innovation et par l'approfondissement, mais il faut avoir à l'esprit que aujourd'hui, les orientations que j'ai évoquées ont tendance à se concentrer sur une partie seulement du public, une partie de la société, qui sont les plus éduqués, ceux qui ont les pratiques culturelles les plus diversifiées, qui ont les niveaux d'engagement économique et social les plus importants et qui sont par ailleurs souvent les plus solvables. Il y a donc une urgence, un impératif pour que les entreprises de médias s'investissent dans la recherche de modes de traitement qui soient ceux d'une information adaptée aux publics les plus populaires. Ce déficit préoccupant à l'égard des publics populaires, il est effectivement l'affaire des médias, mais il me semble aussi qu'il est l'affaire des politiques, il est l'affaire des pouvoirs publics dans la manière d'accompagner les médias dans la mutation en cours. Merci.